Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Bonjour. Cette dissolution a été décidée suite aux résultats des élections européennes où l'extrême droite est arrivée en tête du scrutin en France. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour mettre en évidence les liens entre les réseaux de milliardaires nord-américains et l'extrême droite dans de nombreux pays du monde, et notamment comment ces réseaux de milliardaires tirent les ficelles depuis plus de 40 ans, comment ils ont été derrière le Brexit, comment ils ont été derrière l'élection de Javier Milei en Argentine. Un manteau de cuir et une tronçonneuse. Et comment, aujourd'hui, ils sont en grande partie responsables de la situation en France. Si j'ai décidé de tourner cette vidéo, c'est pour réveiller notre esprit critique. Je vous propose d'écouter Anne-Sophie Saint-Père, journaliste enquêtrice sur le réseau Atlas. Anne-Sophie Saint-Père, bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez travaillé en France et à l'étranger pour plusieurs ONG, telles qu'Amnesty International, Oxfam, Les Amis de la Terre, Médecins du Monde, en tant que chargée de plaidoyer. Aujourd'hui, vous travaillez entre autres comme journaliste enquêtrice pour l'Observatoire des multinationales, un média qui travaille particulièrement sur les liens entre les pouvoirs économiques et politiques. Vous avez enquêté pendant 5 mois, aidé de journalistes, de chercheurs, d'activistes d'autres pays. Votre travail est sorti le 22 mai dernier. Il porte sur le réseau Atlas, un réseau de milliardaires nord-américains qui finance la bataille des idées dans de nombreux endroits du monde depuis plus de 40 ans. Votre rapport est intitulé « Le réseau Atlas, la machine de guerre idéologique d'une nouvelle extrême droite, libertarienne et ultra-conservatrice ». Il fait une 50aine de pages. Il avait commencé à être relayé par les médias, puis l'actualité a attiré l'attention ailleurs. Or, il me semble aujourd'hui très important de montrer les liens entre le réseau Atlas et la situation politique actuelle. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce réseau Atlas ? Alors, le réseau Atlas, c'est un réseau de think tank qui est basé aux États-Unis, à Arlington, qui a été créé en 1981, avec pour objectif de répandre sur la planète un modèle de think tank libéraux tel que l'Institut des affaires économiques au Royaume-Uni, qui avait été créé en 1955 par Anthony Fisher, le fondateur du réseau Atlas, et qui avait permis de modifier le climat des idées au Royaume-Uni jusqu'à mener à l'élection de Margaret Thatcher, qui avait d'ailleurs personnellement remercié ce think tank pour son élection. Et donc l'idée du réseau Atlas, c'est à la fois de réunir des think tanks existants ou d'en créer de nouveaux, de les financer, de leur donner des méthodes, des formations, des accompagnements, des mentorings, et de les mettre en réseau, à la fois pour les aider à imposer certaines idées partout dans le monde, mais également pour les aider à obtenir des financements pérennes, pour les mettre en lien entre eux et avec des bailleurs. Quel a été votre protocole d'enquête ? Alors, on s'est intéressé déjà à tout ce qui était public et produit par ces différents think tanks. Et il y a énormément de choses, ils sont relativement transparents finalement dans ce qu'ils produisent. Par ailleurs, on a travaillé sur la base de recherches académiques qui avaient déjà été menées, notamment aux États-Unis ou dans les pays d'Amérique latine. Par ailleurs, on a eu accès aussi à des archives du réseau Atlas qui nous ont aussi permis de dérouler son histoire depuis sa création dans les années 80. Et ensuite, évidemment, on a contacté les membres français dont on parle dans le rapport. L'essentiel a refusé de nous répondre, mais on a aussi échangé avec une personne du réseau Atlas qui a répondu à nos questions. Alors, vous avez travaillé pendant plus de 5 mois sur cette enquête, avec toute une équipe de personnes en France et à l'étranger. Tout à fait. Vous voulez nous en dire un petit peu plus ? Quand j'ai commencé à regarder le réseau Atlas, alors ce qui était assez intéressant, c'est qu'en France, donc il y a plusieurs partenaires qui sont actifs en France et sur lesquels il y avait déjà eu des enquêtes, notamment sur leurs liens avec des partis politiques, mais c'était assez déconnecté. Et finalement, donc, j'ai commencé à faire ce lien. Je suis arrivée jusqu'aux États-Unis au réseau Atlas et là, j'ai vu qu'il y avait déjà plus d'intérêt pour ce réseau d'influence. Il y en a eu aussi beaucoup de recherches menées en Amérique latine, et notamment au Brésil, au Chili ou en Argentine plus récemment, où il a eu beaucoup d'influence. Et donc, je suis rentrée en contact avec plusieurs personnes qui travaillent sur ces questions-là. Je pense qu'aux États-Unis, il a beaucoup attiré l'attention parce qu'ils ont bénéficié de financement des frères Koch,
Alors c'est pas très connu en France, mais Koch Industries, c'est la deuxième société non cotée aux États-Unis, c'est 125 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est une société qui est pétrolière à l'origine, mais qui s'est ensuite diversifiée dans de très nombreuses activités. Et les frères Koch, donc Charles et David Koch, sont très connus pour leur influence dans la vie politique aux États-Unis, à la fois parce qu'ils ont financé directement des candidats aux élections, mais aussi parce qu'ils ont financé eux-mêmes une myriade de think tanks, donc en partie liés au réseau Atlas, ou aussi pour leur financement aux universités. Aux États-Unis, les universités sont privées, et donc il y a eu beaucoup d'activisme des étudiants qui se rendaient compte que les frères Koch finançaient leurs universités en échange d'influence à la fois sur les programmes ou les nominations. Alors là, on est déjà en train de rentrer dans les méthodes, quelque Tout part. à fait. Alors avant de faire un zoom sur leurs différentes méthodes qui sont quand même très, très complètes et très efficaces, est-ce qu'on peut parler de leurs principaux faits d'armes depuis 1981 ? Alors, il y en a eu beaucoup, parce qu'aujourd'hui, le réseau Atlas, il revendique 589 partenaires dans 103 pays, donc c'est énorme. Ensuite, il y a des pays où ils ont vraiment eu beaucoup d'influence. Le plus récent, je pense qu'on peut parler de l'élection de Javier Milei en Argentine, qui arrive avec un programme ultra-libéral économiquement, mais aussi ultra-autoritaire d'un point de vue liberté publique. Lui, on peut dire que c'est un produit du réseau Atlas. En Amérique latine, entre 2010 et 2021, le réseau Atlas a investi 12 millions de dollars pour financer des think tanks et notamment sur des programmes d'éducation économique. Donc ils ont largement contribué à l'évolution du climat et des idées en faveur du libéralisme économique. Par ailleurs, Javier Milei a un mentor, Lynch, qui est lui-même membre de plusieurs think tanks du réseau Atlas en Argentine, mais aussi il a été chercheur associé au Cato Institute ou à la Heritage Foundation, qui sont deux membres du réseau Atlas aux États-Unis. Donc en fait, il y a une influence très forte des idées prônées par ce réseau sur le programme de Javier Milei. Et par ailleurs, tous les membres du réseau Atlas en Argentine, ont fait la promotion de ce candidat, qui lui-même affichait un pins de Students for Liberty, donc un des partenaires du réseau Atlas, sur sa veste, et qui ne s'est jamais caché de ses affinités avec ce réseau de pensée. Vous avez fait un petit lapsus avec le Chili parce qu'ils sont aussi intervenus au Chili, notamment dans le rejet de la Constitution. Oui, alors il y a eu plusieurs votes sur des constitutions au Chili, mais effectivement, à un moment, il y a eu un référendum pour avoir une constitution qui aurait été plus protectrice de l'environnement, des droits sociaux, et il y a eu une levée de boucliers des think tanks au Chili contre ce projet de constitution, notamment d'ailleurs avec la diffusion de fake news sur cette question-là, et finalement ce projet a été rejeté. Ça, c'était assez récent aussi, C'était 2021 ou 2022 de mémoire. Donc effectivement, ce principal fait d'armes tout récent en Argentine avec l'élection de Javier Milei. On peut citer le Brexit également. Oui, alors si tous les membres à l'international n'étaient pas forcément alignés sur le Brexit, au Royaume-Uni, il y a clairement eu un alignement des think tanks membres du réseau Atlas en faveur du Brexit. Et d'ailleurs, le fondateur de la Taxpayer Alliance au Royaume-Uni, qui est partenaire d'Atlas, était aussi le directeur général de Vote Leave, donc l'organisation qui chapeautait la campagne pour le Brexit. Et un lanceur d'alerte a dénoncé la manière dont ces think tanks se coordonnaient pour amplifier leur influence sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il y a un principe assez important dans l'action du réseau Atlas, c'est que ce qu'ils défendent, ça ne bénéficie qu'à une minorité. Ce sont des politiques qui vont bénéficier uniquement aux industriels, aux grandes fortunes. La dérégulation environnementale, ça ne profite pas à la majorité. Et donc, en fait, comme ils sont minoritaires, ils sont obligés d'utiliser des techniques manipulatoires pour imposer leurs idées. L'une d'entre elles, c'est la chambre d'écho, c'est-à-dire avec une minorité de personnes, mais qui apparaîtront dans tous les médias, faire croire qu'une idée est largement répandue. Et c'est ce qu'ils ont fait dans de très nombreuses campagnes. Par ailleurs, il y a aussi toute l'utilisation des fake news. Alors, on peut revenir sur la chambre d'écho, c'est quoi la chambre d'écho, c'est un exemple un peu ancien, mais qui a eu un impact qui dure encore aujourd'hui, c'est la question du Climate Gate. Donc ça, c'était en 2009, juste avant la COP. Ouais. Voilà, il y a eu une fuite d'emails de scientifiques du GIEC qui ont été interprétés de manière à semer le doute sur leurs travaux. Et ça, c'est quelque chose qui a été très largement relayé par des think tanks du réseau Atlas, évidemment aux États-Unis, mais aussi au Canada, en France aussi, également. Et en fait, il a été démontré par la suite que cette interprétation des mails était trompeuse et qu'en fait, il n'y avait pas de doute à avoir sur la qualité des travaux du GIEC. Mais le fait qu'ils aient répété partout, dans les médias, dans leurs notes, dans leur production, cette information, cette désinformation, ça l'a profondément ancré. Et les études montrent qu'à
après ce moment médiatique, en fait, il y a une baisse de confiance dans les travaux des scientifiques sur le climat. Et cette baisse, elle est durable et elle se constate encore aujourd'hui. Alors, Anne-Sophie, vous nous avez parlé de l'influence du réseau Atlas sur l'élection de Javier Milei, sur le Brexit. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant de ce qui s'est passé en Australie autour du référendum The Voice pour l'obtention des droits des aborigènes. Oui, c'est en 2023, il y avait un référendum pour enfin accorder davantage de droits à des communautés aborigènes en Australie, ce qui est extrêmement important. En Australie, c'est un pays qui est riche en ressources naturelles et souvent celles-ci sont situées sur les territoires de communautés aborigènes. En ça intéresse aussi beaucoup d'industriels. Une majorité de la population soutenait le référendum et donc l'obtention de plus de droits pour les communautés aborigènes. Je crois que c'était autour de 60% fin 2022. Et en fait, il y a eu une campagne coordonnée des réseaux du think tank Atlas pour s'opposer à ce référendum. Donc c'est une campagne qui a été menée par une organisation qui s'appelle Advance Australia, qui prétend représenter l'Australien moyen et qui serait contre l'élite woke. Enfin, ils ont tout ce type de discours. Bon, en réalité, quand on regarde qui y a derrière cette organisation, on tombe sur un milliardaire comme Sam Kennard ou l'ancien président de l'Australian Broadcast Corporation. Donc on est vraiment sur une classe extrêmement dominante qui protège ses intérêts. Sam Kennard et cette organisation, est-ce que tu veux nous préciser Sam Kennard, c'est un milliardaire australien. Donc il y a l'ancien président de l'Australian Broadcast Corporation, donc chaîne de médias, des médias en Australie, donc pouvoir d'influence extrêmement important. Et donc très loin de représenter le petit peuple australien tel qu'ils le présentent dans leur campagne. Par ailleurs, une autre stratégie qu'ils ont utilisée en termes de narratif, c'est d'avoir deux représentants aborigènes qui sont liés au CIS, donc Center for Independent Studies, qui est un des partenaires d'Atlas, et qui sont allés sur tous les plateaux télé pour expliquer qu'ils étaient opposés à ce référendum. Ce qui ne représente absolument pas la position des communautés aborigènes qui très très majoritairement défendaient ce référendum, mais ils ont été partout et donc en fait ils ont amplifié ce message jusqu'à semer le doute sur le fait que les aborigènes demandaient plus de droits. Et en fait, il y a eu un alignement de tous les think tanks, quasiment une dizaine en Australie, du réseau Atlas, qui ont publié des notes, des messages sur les réseaux sociaux, qui ont fait des interventions dans les médias contre le référendum. Et au final, il a été rejeté, alors qu'à l'origine, une majorité des Australiens le soutenaient. Alors, on a vu que derrière ce réseau Atlas, il y avait des multimilliardaires nord-américains. Il y a aussi, principalement, les lobbies du pétrole et du tabac qui s'opposent aux politiques climatiques partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont réussi à mener jusqu'à présent ? Oui, alors je pense que c'est très important de dire qui est derrière ce réseau. Et Anthony Fisher, le créateur, quand il a du réseau Atlas, est allé solliciter un très grand nombre d'entreprises pour obtenir des financements et leur soutien en échange de défense de politiques qui allaient les arranger. Donc il y a plusieurs recherches qui ont montré que ExxonMobil ou aussi Pfizer ou Philip Morris dans le domaine du tabac ont financé le réseau Atlas. Aujourd'hui, il y a de grosses fondations comme... Pardon, donc Pfizer, laboratoire pharmaceutique. Oui, Pfizer, laboratoire pharmaceutique. Il y a aussi de grosses fondations aujourd'hui qui sont derrière le réseau Atlas, comme la Templeton Foundation. John Templeton, il a fait fortune dans la finance, ou la Sky Foundation, qui est liée à la famille Mellon, qui a fait fortune dans le pétrole et dans la finance également. Donc évidemment, tous ces gens-là défendent leurs intérêts, et un de leurs intérêts principaux, c'est l'obstruction aux politiques climatiques. D'ailleurs, on le voit très clairement, Alejandro Chafuen, qui était le directeur du réseau Atlas pendant plusieurs années, les avait sollicités au moment de la COP de 2004 qui avait lieu en Argentine pour leur dire, et avait sollicité notamment Exxon, pour dire comment le réseau pouvait avoir une influence décisive sur la conférence sur le climat, à la fois dans la couverture médiatique et dans les débats, pour promouvoir des solutions basées sur le marché et pour promouvoir des solutions qui se baseraient sur le bon sens économique. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont leurs principaux chevaux de bataille ? Alors il y a ces questions environnementales, parce que vraiment elles entravent leurs activités. Ensuite, ils ont aussi une très forte opposition à tout ce qui relève de la fiscalité et de la redistribution. Enfin, ce sont des grandes fortunes, ils n'ont pas envie de payer davantage d'impôts. Ils en payent d'ailleurs généralement assez peu. Et par ailleurs, l'investissement dans différents think tanks peut aussi leur permettre de payer moins d'impôts. Et donc, ils ont une opposition à tout ce qui va être politique fiscale et de redistribution sociale.
donc ils vont s'opposer à l'impôt. Ils vont aussi s'opposer aux services publics. En général, les think tanks Atlas défendent énormément l'éducation privée, le choix de l'école libre ou le chèque éducation. Ils vont chercher à privatiser tous les services. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on part d'intérêts économiques, donc payer moins d'impôts, ne pas avoir de régulation sur ses activités environnementales ou financières, mais c'est aussi un réseau qui va pousser des positions extrêmement conservatrices sur le volet social. Ce qui n'est pas forcément un intérêt, ce qui ne répond pas forcément à un intérêt industriel, mais stratégiquement, pour obtenir une base de soutien plus large, ils vont aussi promouvoir des politiques très conservatrices contre l'avortement ou des politiques qui sont carrément racistes, parce que ça leur permet d'obtenir un soutien populaire. C'est plus facile, on va dire, de mobiliser les gens et d'exciter les gens contre les woke qu'en faveur de la dérégulation bancaire. Et donc, ils vont utiliser des positions extrêmement conservatrices pour faire passer leurs idées. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des années pour s'attaquer aux aides sociales. Par exemple, on va désigner le bouc émissaire de la welfare queen, donc qui serait la femme afro-américaine, la mère célibataire afro-américaine qui profite des aides sociales. Et ça, c'est une stratégie pour demander la fin de ces aides sociales et obtenir le soutien d'une communauté qui serait raciste et qui viserait cette image de femme afro-américaine qui en profite. Sauf qu'en réalité, la coupure des aides sociales, personne n'en bénéficierait, seule une petite minorité, mais les classes populaires n'ont pas, de manière générale, intérêt à soutenir ces politiques. Et en fait, on voit vraiment le croisement entre la destruction sociale, des politiques sociales, et le conservatisme qui se rejoignent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi des liens de proximité avec l'extrême droite, qui avance avec un programme économique qui ne bénéficie pas à la majorité, mais qui fait entendre sa voix en pointant des boucs émissaires. Donc si je comprends bien, ils utilisent des sujets sociétaux très clivants qu'ils poussent dans l'opinion publique afin quelque part de faire diversion et de faciliter les mesures fiscales qui les avantagent. C'est bien ça ? Tout à fait. Ils vont utiliser des techniques qui sont utilisées de longue date par les conservateurs en jouant sur les divisions, les frustrations et les colères des gens pour obtenir un large soutien et ensuite pousser des choses qui n'avantagent pas la majorité. Il y a un exemple que je cite dans le rapport sur Contribuables Associés, qui est l'un des partenaires du réseau Atlas en France et qui va envoyer un mailing pour s'insurger sur des squatteurs qui feraient payer les propriétaires. Déjà, c'est basé sur une information qui est tout à fait trompée et trompeuse, parce que quand on regarde le cas dont il parle, et si on va regarder vraiment le jugement qui concerne cette affaire, l'histoire n'est absolument pas celle qu'il raconte. Mais en plus, en attisant la colère des gens qui vont se mettre à la place de ce propriétaire, alors évidemment qui va être le petit couple de retraités qui a du mal à joindre les deux bouts, ce qui n'est absolument pas d'ailleurs la réalité derrière cette affaire-là, ils vont ensuite demander des mesures pour alléger la fiscalité des propriétaires immobiliers, mais des grands propriétaires immobiliers. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'instances du réseau Atlas, on retrouve des gens qui sont des investisseurs immobiliers ou dans l'immobilier de luxe et qui ont tout à fait intérêt à ce qu'il y ait le moins de fiscalité sur ce type d'investissement. Donc on le voit bien, leur intérêt principal, et peut-être leur seul intérêt d'ailleurs, c'est leur intérêt économique. L'intérêt économique est absolument crucial dans toutes les politiques qu'ils poussent, et c'est l'intérêt économique d'une minorité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière ils s'opposent aux politiques climatiques ? Alors, je pourrais par exemple donner l'exemple de ce qu'ils font en Australie. Il y a un chercheur qui s'appelle Jeremy Walker qui a pas mal travaillé sur le sujet, qui aujourd'hui dénonce l'activisme des partenaires du réseau Atlas en Australie contre le développement des énergies renouvelables. L'Australie a un potentiel énorme en termes d'énergie renouvelable et il y a un vrai besoin de les développer massivement, très rapidement. Alors, ce qu'a fait le réseau Atlas, pour lui, il y a deux éléments principaux. D'une part, ils ont ouvert le débat sur la question du nucléaire qui n'existait pas en Australie, c'est-à-dire que il n'y avait pas de projet de développement nucléaire massif. Ils ont un mix énergétique qui est tout à fait différent de celui de la France. Par ailleurs, ça n'a pas vraiment de sens, à la fois parce que les mini-réacteurs qui sont proposés n'existent pas, et par ailleurs, le climat ou les ressources en eau en Australie ne permettent pas ce développement du nucléaire. Mais en fait, dans le discours médiatique où l'opposition conservatrice s'est saisie de ce narratif autour du nucléaire pour faire dévier le débat, et donc on ne parle plus de ce développement massif des renouvelables qui est absolument nécessaire et urgent. Par ailleurs, il y a eu aussi beaucoup d'opposition à tous les projets d'éoliennes offshore. Et là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils ont utilisé les mêmes stratégies qu'aux États-Unis, c'est-à-dire la création d'associations locales
qui s'opposeraient à ces projets d'éoliennes offshore. Sauf qu'en fait, c'est des associations un peu mystérieuses et il y a des journalistes qui ont montré que quand on creuse, en fait, derrière, on retrouve des principaux think tanks partenaires du réseau Atlas qui sont derrière ces associations locales. Donc on parle d'astroturfing, ils font croire qu'ils sont ancrés dans le local et que c'est des mouvements qui viennent de la base, mais en fait, c'est piloté par de gros think tanks. Qu'est-ce que c'est que l'astroturfing ? Ce sont des mouvements qui prétendent venir de la base, alors qu'en fait, ils sont pilotés par des lobbyistes ou des financiers ou des milliardaires. Et donc, en fait, ils prétendent être un mouvement de base et populaire, alors qu'ils ne le sont pas. Avec, par exemple, la création de faux comptes sur les réseaux sociaux qui viennent alimenter des comptes plus importants qui vont confondre leur communauté réelle avec cette communauté de faux comptes qui va les influencer. Voilà, il y a plusieurs manières de faire de l'astroturfing. Il y a aussi Contribuables Associés, encore une fois en France, qui va revendiquer 350 000 membres. Quand on va regarder les statuts, en fait, il y a une poignée de personnes qui prennent les décisions. Un conseil d'administration de 3 à 9 membres qui est nommé par les membres fondateurs, qui sont 3, ou cooptés entre eux. Donc c'est vraiment une poignée de personnes, c'est absolument pas représentatif des citoyens. Et ces membres, ce sont simplement des personnes qui un jour ont pu signer une pétition ou faire un don. Alors leurs pétitions sont extrêmement racoleuses, mais je pense que la majorité des gens qu'ils comptent comme membres ne sont même pas au courant qu'ils sont comptabilisés comme tels. Donc voilà, ça c'est une stratégie très courante du réseau Atlas. Est-ce qu'on peut dire que l'écologie est l'ennemi du réseau Atlas ? Ah oui, tout à fait. C'est aujourd'hui, selon certains chercheurs, une des principales raisons du développement du réseau Atlas dans le monde, c'est l'opposition aux politiques environnementales, parce que c'est une véritable menace sur les profits des tenants de l'industrie fossile. Pourquoi c'est une menace pour leurs profits ? Parce que ça touche au cœur de leurs activités, qui sont l'extraction du pétrole, du gaz. Donc en fait, les politiques climatiques, c'est une reconstitution. Enfin, ça implique de transformer l'économie, et donc forcément, ceux qui aujourd'hui font des profits sur le pétrole, le gaz, n'ont absolument pas intérêt à ce qui est une électrification ou une baisse des consommations énergétiques. Voilà, et c'est pour ça que dans les discours de tous les membres des réseaux Atlas, je pense, il y a une opposition très forte aux énergies renouvelables ou aux véhicules électriques, parce que tout ça enlèverait des parts de marché aux industries fossiles. Merci. La France est présente dans le réseau dès sa création en 1981, notamment avec le financement d'un institut français qui s'appelait l'Institut économique de Paris, qui a fermé depuis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'a effectué le réseau Atlas sur le territoire français ? Comme dans de très nombreux pays, le réseau Atlas a soutenu une série de think tanks et d'organisations en France. Dans le rapport, on couvre des think tanks qui sont le plus visibles dans les médias et que vous voyez d'ailleurs très régulièrement sur les plateaux de CNews, mais aussi BFM ou C'est ce soir. Donc vous voyez les intervenants très régulièrement à la télé. On peut penser à Agnès Verdier-Molinier de l'IFRAP ou à Jean-Philippe Delsol de l'IREF. Ou à Nicolas Marquez de l'Institut Molinari. Il y a aussi Contribuables Associés que j'ai déjà mentionné, qui est un peu la taxpayer association à la française, donc qui prétend représenter les intérêts des contribuables, mais qui en fait est une association qui est à la fois hyper concentrée dans sa gestion et très proche de l'extrême droite, très liée à l'extrême droite. Et puis il y a un troisième type d'organisation, c'est l'Institut de formation politique. Alors ça c'est assez intéressant, c'est une autre stratégie du réseau Atlas, une stratégie de plus long terme qui vise à former des leaders et des porte-paroles pour porter leurs idées. Un des plus gros succès dans ce domaine, c'est le Leadership Institute aux États-Unis, qui a formé des générations de conservateurs, jusqu'à Mike Pence, qui a été vice-président de Donald Trump. Et en 2000, Alexandre Peset, un Français, est venu faire son stage au Leadership Institute. Ça a été un moment qui a été transformateur pour lui. Il a trouvé que c'était extrêmement intéressant et revenu en France. Il a fondé l'Institut de formation politique, qui, sur le même modèle que le Leadership Institute aux États-Unis, avec l'idée de former une génération de porte-parole et conservateurs. Et ça fait 20 ans qu'il forme des centaines et des centaines de jeunes qu'on retrouve dans différents milieux, à la fois politiques, mais aussi dans les médias ou sur les réseaux sociaux, dans les influenceurs ou dans les associations. Par exemple, Charlotte Dornelas, qui est un peu une journaliste star des chaînes les plus à droite, est passée par l'IFP et maintenant est intervenante là-bas. On a aussi des influenceuses comme Thaïs Descuffon ou Alice Cordier, qui a fondé le collectif féministe identitaire Némésis, qui est également passé par l'Institut de formation politique.
Aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que parmi les candidats à l'élection parlementaire de 2024, on retrouve des gens qui ont été formés à l'Institut de formation politique, comme Guillaume Carayon, qui a été porte-parole des Jeunes Républicains et qui est aussi passé par l'IFP, ou encore Nicolas Conquer, qui était membre des soutiens de Trump en France, qui est aussi passé par l'IFP, ou Bartholomé Lenoir, qui à la fois est passé par l'IFP et puis ensuite a été directeur de contribuables associés, ensuite est revenu chez les Républicains et aujourd'hui est candidat. Alors, on va y revenir sur les liens avec la situation actuelle, mais avant ça, j'aimerais revenir sur l'historique en France. Vous citiez 3 types d'organisations, on peut les récapituler Moi, je les ai catégorisés comme ça. D'une part, on va dire les think tanks. Ce sont ceux qui vont envoyer des experts sur les plateaux télé, mais aussi auprès des politiques. Ils font aussi du lobbying, alors qu'il va être moins visible, mais qui existe. Ils produisent énormément de notes, de choses qui seront faciles à ressortir, de chiffres clés qui sont faciles à ressortir par les journalistes. Donc il y a l'IFRAP, l'Institut Molinari, l'IREF. Ce qui est extrêmement problématique, c'est qu'ils poussent des expertises qui sont biaisées à de multiples niveaux. Et c'est vraiment une base d'ailleurs de la stratégie du réseau Atlas, c'est de faire dire à des experts, entre guillemets, des choses que les entreprises ne pourraient pas dire elles-mêmes, sauf que ce sont des experts qui ne peuvent n'avoir aucune qualification dans la matière dont ils parlent. On va avoir des économistes qui parlent de climat, alors qu'ils ne sont absolument pas climatologues, qui ont des conflits d'intérêts majeurs, c'est-à-dire qui ont reçu de l'argent des entreprises dont ils défendent les intérêts. Par exemple, l'IREF va envoyer des notes sur la fiscalité du tabac, des notes qui sont financées par Philip Morris. Ou alors, ça va être aussi l'utilisation carrément de fake news ou d'informations biaisées. Quand on voit l'IFRAP qui explique que la fraude sociale coûte beaucoup plus cher que la fraude fiscale, en fait, on sait que c'est faux. Ou alors, de manière biaisée, ils vont dire que les impôts sont majoritairement payés par les 10% des Français les plus riches, sauf qu'en fait, de leur calcul, par exemple, de leur calcul de la masse des impôts, ils vont enlever la TVA, qui est pourtant la première ressource fiscale de l'État et qui est payée par tout le monde. Donc en fait, leur chiffre est complètement biaisé. Mais voilà, ça va être des chiffres clés, forts, qui vont sortir dans tous les médias. Ils s'expriment bien, ils sont très disponibles, et donc on va les entendre. Et la problématique principale par rapport à ça, c'est que les médias vont les présenter comme neutres, indépendants. Donc en fait, le public ne va pas savoir qu'il porte un projet politique extrêmement marqué. Ensuite, il y a 2 autres formes d'organisation. Le contribuable associé, donc c'est l'organisation typique de l'astroturfing, donc qui se fait passer pour un mouvement de base pour en fait porter des intérêts très liés à des chefs d'entreprise et des personnalités liées à l'extrême droite. Et puis l'Institut de formation politique qui est là plutôt à long terme pour former une armée de porte-parole ou militants politiques ou médiatiques. Si on récapitule les 3 types d'organisations derrière lesquelles est le réseau Atlas, il y a donc les think tanks, contribuables associés et les méthodes d'astroturfing, et il y a l'Institut de formation politique qui forme des porte-paroles médiatiques, politiques. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous récapituler les différentes méthodes utilisées par le réseau Atlas? On a vu l'astroturfing, on a vu la science de diversion, avec le financement de thèses universitaires qui font diversion sur les réels problèmes. Est-ce qu'on peut récapituler comme ça les méthodes? Il y a la chambre d'écho, l'astroturfing. La fenêtre d'Overton, Joseph Overton, il travaillait pour un think tank du réseau Atlas, et c'est lui qui a théorisé le fait qu'en poussant une idée inacceptable dans le débat public, on pouvait ouvrir le champ des possibles en politique. Donc voilà, un peu facilement, si on veut pousser pour la retraite à 64 ans, on suggère la retraite à 67 ans, ce qui fait que la retraite à 64 ans devient plus acceptable dans le débat public. Il y a aussi tout ce qui relève de l'expertise biaisée, donc lire une étude en tronquant une partie. Il y a tout ce qui est message simpliste pour faire le buzz. Par exemple, l'Institut Molinari aime bien relayer le jour de libération fiscale, donc qui serait le jour où enfin on ne travaillerait plus pour donner son argent à l'État, mais pour soi-même.
Donc ce qui est très bien, c'est très catchy dans les médias, hein, sauf qu'en fait, la fiscalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on paye des impôts, c'est parce qu'on reçoit des services en échange. Et donc en fait, débunker ce type d'idée, ça demande énormément de temps, c'est beaucoup plus complexe que de faire le buzz autour de « enfin, vous travaillez pour vous-même ». Et ça permet d'attaquer les impôts, et ça permet de baisser les recettes de l'État vers le bas, et ça permet de s'attaquer ensuite aux services publics. Donc on est vraiment sur des messages qui vont être beaucoup plus compliqués à détricoter et qui vont se répandre très largement et dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donc ça fait partie des méthodes qui sont utilisées. Bon, après, il y a aussi tout ce qui relève de la fake news, encore une fois, hein, et de diffuser des informations qui sont fausses. Par exemple, assez récemment, l'IREF a diffusé une étude norvégienne qui jetterait un doute sur la responsabilité du CO2 dans le réchauffement climatique. C'est quelque chose qui a été débunké par l'AFP. Cette étude, elle a été faite par un économiste, un ingénieur. Elle n'a aucune valeur scientifique. Il n'y a pas eu de relecture par les pairs. C'est faux, en fait, ce qui est dedans. Mais en diffusant ce type d'informations, et des graphiques et des images chocs, ça permet de distiller un doute. La diffusion du doute, ça a été quand même une stratégie clé en matière d'opposition aux politiques climatiques. Et c'est dramatique parce qu'en fait, on s'oppose à un consensus scientifique. Merci. Est-ce qu'on peut faire un focus sur le rôle de la fondation IFRAP et Agnès Verdier-Molinier ? Alors, la fondation IFRAP, donc c'est un des plus anciens think tanks Atlas en France. Il a été créé en 1985 par Bernard Zimmern, un entrepreneur qui était un grand donateur de la Heritage Foundation aux États-Unis, donc un think tank très conservateur aux États-Unis, admirateur du modèle, et donc il a voulu faire la même chose en France. D'ailleurs, il a rencontré Anthony Fisher pour parler de ces projets-là, et il est ensuite allé fonder l'IFRAP. Avec cet objectif. Il a aussi d'ailleurs été l'un des cofondateurs de Contribuables Associés. Hein. On retrouve toujours les mêmes sphères de gens derrière cette petite minorité qui arrive à avoir tant de voix. Et aujourd'hui, la porte-parole très médiatique de l'IFRAP, c'est Agnès Verdier-Molinier, qui elle-même est allée se former aux États-Unis grâce à la bourse Tocqueville qui a été montée par Alexandre Peuzet, le créateur de l'IFP. Encore une fois, tous ces gens se croisent. Elle a été très impressionnée par le professionnalisme du Cato Institute, de la Heritage Foundation. Et elle met en place, elle et l'IFRAP mettent en place exactement les mêmes méthodes en France que celles des conservateurs aux États-Unis. Donc, a publié des livres un peu outranciers, des notes partout dans les médias. Et puis surtout, elle est omniprésente sur les plateaux télévisés. Pour fustiger les impôts qui seraient beaucoup trop nombreux, la traque à la fraude fiscale qui serait écrasante alors qu'il faudrait s'en prendre à la fraude sociale, pour promouvoir une politique qui est ultra-libérale d'un point de vue économique, qui est vraiment en faveur des plus riches, en se faisant passer pour une experte indépendante. Et aujourd'hui, par exemple, le président de l'IFRAP, c'est Charles-Marie Jotras, qui est à la tête de Damien Féault Immobilier, donc une société d'immobilier de luxe. Et en fait, si on regarde les présidents successifs de l'IFRAP, ils sont tous dans les 100 plus grandes fortunes françaises, que ce soit des magnats du champagne ou de la finance, créateurs d'entreprises. On a toujours des millionnaires ou milliardaires à la tête de l'IFRAP et on retrouve exactement ce type de profil de riches entrepreneurs dans ces instances. Donc voilà, ils défendent des intérêts très particuliers mais ne sont jamais présentés comme tels. Et un autre point qui est intéressant d'ailleurs et qui fait le pont entre ces intérêts économiques et la politique, c'est que Bernard Zimmern, le fondateur de l'IFRAP, il était par ailleurs membre du Club de l'Horloge, un club politique qui se battait pour le rapprochement entre la droite et l'extrême droite, un peu ce qui est en train de se passer entre LR et le RN aujourd'hui. Et il était proche de personnalités d'extrême droite comme Jean-Yves Le Gallou, qui a été un cadre du Rassemblement national et qui est aujourd'hui très présent dans les milieux identitaires, ou alors Philippe Bakou, qui a été le conseiller économique de Marine Le Pen pendant la campagne de 2017. Donc en fait, le réseau, le fait de rassembler régulièrement toutes ces personnes est une des méthodes centrales du réseau Atlas, de ce que je comprends, pour leur permettre de s'entraider les uns les autres dans ce grand projet. Alors le réseau Atlas a des rencontres régionales régulières en Europe, sur différents continents. Ensuite, il y a tout un programme de formation, de mentoring. Il y a cette bourse Tocqueville qui permet à des entrepreneurs civiques français d'aller se former aux États-Unis pour ensuite revenir en France et répliquer les modèles en France. Ils ont aussi tout un système de bourses ou de prix à gagner, donc on peut gagner des financements parce qu'on aura présenté certains projets. Alexandre Peuzet avec l'IFP a gagné plusieurs prix du réseau Atlas. Et puis après il y a des systèmes de financement là c'est beaucoup plus opaque et on a du mal à savoir quels sont les transferts financiers.
Je pense qu'un des gros intérêts, une des valeurs ajoutées pour les partenaires du réseau Atlas, c'est vraiment cette mise en réseau, à la fois pour le partage de savoir-faire. Ils s'inspirent des campagnes des uns des autres, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit une montée du conservatisme et des mouvements réactionnaires un peu partout dans le monde. Enfin, c'est l'un des facteurs, c'est parce qu'ils répliquent les mêmes stratégies un peu partout. Et puis parce que c'est une mise en réseau aussi avec des bailleurs, des financeurs, des fortunes qui pourront éventuellement les aider. Et donc, est-ce que c'est ça, être formé par un des partenaires du réseau Atlas, c'est justement ce partage d'expérience sur ce qui fonctionne le mieux, ce qui a le mieux fonctionné dans chaque pays ? Oui, tout à fait. De ce que je comprends du fonctionnement de la bourse Tocqueville, c'est la personne va aux États-Unis et va ensuite rencontrer plusieurs think tanks qui vont présenter ce qui marche bien, à la fois en matière de recherche de financement, ou de création de buzz sur les réseaux sociaux, ou de communication dans les médias. Donc en fait, ils vont apprendre de ce qui a fonctionné dans différents pays et ensuite essayer de le répliquer chez eux. Le réseau Atlas, il favorise vraiment la diversité des tactiques tant que l'objectif reste le même. Et donc, en fait, ils ont plusieurs modèles de campagne qui vont fonctionner ou pas. Et en soi, d'ailleurs, moi, pour avoir travaillé pour différentes ONG, nous aussi, on fait des campagnes, on peut s'inspirer de ce qui a marché ou pas. Ce qui est extrêmement problématique dans le cas du réseau Atlas, c'est qu'en fait, on a des campagnes qui sont basées sur des techniques manipulatoires et de désinformation, parce qu'ils ont une grande faiblesse, c'est que le modèle qu'ils défendent, ce n'est pas un modèle qui va profiter à la majorité. Ce sont des intérêts extrêmement privés, minoritaires, qui sont parfois à l'encontre du consensus scientifique, notamment toutes les politiques environnementales ou les politiques de lutte contre le tabac, ils vont s'y opposer. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas avancer avec des moyens honnêtes et ils sont obligés de recourir à des techniques malhonnêtes pour convaincre l'opinion publique. Est-ce que vous pouvez clarifier les liens entre le réseau Atlas et l'extrême droite ? Alors, en France, et je n'ai pas étudié les autres pays dans le détail, mais en France, c'est vrai qu'une particularité du réseau Atlas, c'est qu'il y a beaucoup de liens avec l'extrême droite. Donc j'ai parlé déjà de Bernard Zimmern, qui est à l'origine et qui a financé d'ailleurs plusieurs partenaires, qui est à l'origine de l'IFRAP, qui a financé plusieurs partenaires du réseau Atlas, qui vient du Club de l'Horloge, donc lien extrême droite et droite. Mais par exemple, chez Contribuables Associés, il y a... On retrouve à la présidence, par exemple, il y avait Alain Dumay ou Benoît de Taffin qui, en politique, se sont engagés de la droite puis vers l'extrême droite. Il y a aussi Bartholomé Lenoir comme directeur qui ensuite est passé chez les Républicains puis aujourd'hui est candidat républicain RN. Il y a eu aussi beaucoup de salariés de Contribuables Associés qui ont été liés au milieu politique. Par exemple, Samuel Lafont, le communicant d'Éric Zemmour, a été chargé de communication à Contribuables Associés. Donc en fait, on a une espèce d'implication entre les mouvements de droite et d'extrême droite et ces think tanks. À l'IFP, c'est absolument évident. Aujourd'hui, la figure politique qui, selon Alexandre Peuzet, inspire le plus les auditeurs de l'IFP, c'est Éric Zemmour. Mais après, il y en a aussi plein qui sont allés travailler pour les Républicains, pour Valérie Pécresse, pour François Fillon. Donc on les retrouve dans différentes formations politiques, mais toujours à droite et à l'extrême droite. Donc voilà, et ça correspond finalement au modèle qui est porté, puisque on a des positions très conservatrices, on va dire réactionnaires d'un point de vue social, qui correspondent au modèle de l'extrême droite, et qui derrière va cacher ce modèle économique ultralibéral, parce qu'encore une fois, ils défendent les intérêts des plus riches. Toujours pour étayer sur ces liens entre le réseau Atlas et les réseaux d'extrême droite, il y a la personne de Jean-Claude Gruffat, qui a fondé en France l'Institut des Libertés, partenaire du réseau Atlas, et présidé par Charles Gave. Charles Gave, un millionnaire aujourd'hui visé par un signalement pour des financements illégaux à des campagnes et des personnalités d'extrême droite, telles que le Rassemblement national et Reconquête. Oui, Charles Gave, ça a été un des financeurs de l'extrême droite. Et alors Jean-Claude Gruffat, c'est assez intéressant parce que c'est le membre français du conseil d'administration du réseau Atlas à l'international. Donc c'est un banquier d'affaires international qui a travaillé dans plusieurs pays pendant toute sa carrière, qui a un très fort réseau. Il est membre d'énormément de clubs économiques, d'expatriés, et il est membre du conseil d'administration de la fondation de l'hôpital américain à Paris. Enfin, il est dans de multiples réseaux. Il est membre du cercle de l'Union interalliée, qui est un club très influent à Paris. Et par ailleurs, il a fondé cet Institut des Libertés, dont on n'a même pas parlé dans le rapport, parce qu'il n'a pas forcément une grande influence, mais effectivement, il a des positions extrêmement radicales et proches de l'extrême droite. Jean-Claude
Jean-Claude Gruffat, il a été candidat pour faire partie des instances de reconquête parmi les Français de l'étranger. Il a visé un modèle de société qui allie à la fois le conservatisme et l'ultralibéralisme économique. C'est vraiment typiquement le financier, homme de réseau d'extrême droite, et le fait que ce soit le membre français représenté au conseil d'administration du réseau Atlas en dit beaucoup sur l'orientation de tout ce réseau, et en particulier en France. En quoi le réseau Atlas est en partie responsable de ce qui se passe en ce moment en France dans la montée de l'extrême droite ? Alors en fait, les stratégies du réseau Atlas, c'est des stratégies finalement de long terme, et aujourd'hui, on voit qu'elles portent ses fruits malheureusement en France, puisque les sujets, des thématiques, des éléments de langage qui sont défendus depuis des années par des porte-paroles du réseau Atlas, enfin de partenaires du réseau Atlas en France, sont maintenant très largement répandus dans le débat public ou dans la bouche des politiques. Par exemple, le fait de fustiger l'impôt sans jamais penser qu'il s'agit d'un outil de redistribution sociale, ça c'est vraiment typique des éléments de langage du réseau Atlas. Ou alors toutes les levées de boucliers contre les projets d'éolien, ou par exemple contre la voiture électrique, où d'un coup des journalistes se sont dit que c'était extrêmement polluant alors qu'ils ne s'étaient jamais posé la question de la pollution de la voiture thermique dans les mêmes termes. Tout ça, ce sont des éléments de langage des partenaires du réseau Atlas en France, et d'ailleurs ce sont exactement les mêmes éléments de langage que les partenaires du réseau Atlas aux États-Unis, par exemple, qui vont également fustiger les éoliennes, la voiture électrique, avec le même type d'argument. Et tout ça, ça a vraiment émergé, infusé dans le débat public, et aujourd'hui c'est quasiment incontournable. Et ce sont des éléments qu'on retrouve ensuite dans les programmes du Rassemblement national et en partie des Républicains. Et aujourd'hui, compte tenu du paysage politique actuel, on peut dire que ça a une influence assez forte et que ça risque d'avoir une influence assez forte. Et ce qui a permis ça, c'est notamment le fait qu'il n'y ait pas de questionnement chez les médias sur qui on invitait sur les plateaux, d'où viennent ces gens et quel type de projet ils sont en train de porter. Ces gens-là ont été en majorité présentés comme des experts indépendants, comme si ce qu'ils disaient n'était pas un projet politique, alors qu'ils étaient en train de porter un projet politique qui profite à des grandes fortunes et à l'extrême droite. Comme Agnès Verdier-Molinier, qui n'a pas de diplôme d'économie. Agnès Verdier-Molinier, effectivement, a un diplôme en histoire de mémoire, mais n'a pas de diplôme en économie. Et d'ailleurs, et c'est encore une fois la grande difficulté, c'est que ce qu'elle dit a été décrypté par des économistes qui ont montré en quoi c'était biaisé, faux, trompeur, mais ça prend toujours plus de temps d'expliquer qu'une information est fausse que de donner une information choquante. Donc en fait, la fameuse loi de Brandolini. Tout à fait. C'est le décryptage d'informations, il va être beaucoup plus technique, il va être beaucoup plus long, et donc il va être moins adapté à une communication hyper rapide sur les réseaux sociaux. On a besoin de clash, de chiffres clés, on a besoin que ça aille vite. Même dans les médias aujourd'hui, on a peu de temps en fait pour de l'explication de fond. Et donc, si je comprends bien, le réseau Atlas est en partie responsable de la situation actuelle parce que depuis des années, ils insufflent leurs éléments de langage dans l'opinion publique via des travaux d'universitaires, via la formation de porte-parole comme Agnès Verdier-Molinier sur plein de plateaux télé, comme la formation d'influenceurs sur les réseaux sociaux, le financement de toutes ces personnes, le financement de tous ces réseaux, que ce soit les influenceurs, la Fondation IFRAP ou bien des partis politiques comme Reconquête et le Rassemblement national. Donc en fait, le réseau Atlas est partout. Alors oui, leur idée, c'est d'influencer le climat des idées au sens large, donc ils sont partout. Juste sur la question de la recherche universitaire, en fait, les papiers que produisent les partenaires du réseau Atlas, ce n'est pas de la recherche universitaire. On est vraiment sur des éléments qui ne répondent pas à des critères de recherche scientifique. En revanche, ils vont labelliser ça comme des papiers d'expertise. Mais si vous allez voir des économistes qui travaillent dans le milieu universitaire, en général, ils sont extrêmement critiques de ces productions. En revanche, c'est des travaux qui sont très accessibles pour les journalistes qui vont les relayer. Et je pense qu'il y a un élément qui est très important aujourd'hui dans la montée en puissance de ces idées-là. Et en fait, il y a une forme de conjonction entre le travail de fond que fait le réseau Atlas et d'autres circonstances. C'est la mainmise de grands milliardaires, et notamment Vincent Bolloré, sur un certain nombre de médias. Parce qu'en fait, il y a une rencontre, et d'ailleurs, Alexandre Peuzet, le directeur de l'IFP, vantait le fait qu'aujourd'hui, grâce à la prise en main de nombreux médias par Vincent Bolloré, ces idées se développaient beaucoup plus.
Et donc, il y a un certain nombre d'auditeurs de l'IFP qui vont finir sur les plateaux de CNews ou d'autres médias détenus par Bolloré ou dans les colonnes du JDD. Et tous ces intervenants vont en fait trouver une écoute particulière dans ces médias-là. Et de la même manière, ces médias vont aller piocher parmi les publications, les chiffres clés ou les experts du réseau Atlas pour faire passer les messages conservateurs dont ils souhaitent faire la promotion. Et donc ça a été un effet de boost très important, mais de la même manière que Fox News a certainement contribué à la montée de la Heritage Foundation et du poids de la Heritage Foundation dans la politique aux États-Unis. Donc voilà, il y a une espèce de rencontre entre les intérêts de puissants propriétaires de médias, parce qu'ensuite il n'y a pas que Vincent Bolloré, milliardaire propriétaire de médias, et le matériel et le contenu qui va être produit par les think tanks ou les porte-paroles du réseau Atlas. À ce jour, je n'ai pas vu d'organisation liée à Vincent Bolloré qui était partenaire d'Atlas. Ensuite, il faut savoir d'ailleurs que le réseau Atlas ne veut pas communiquer précisément sur qui sont ses partenaires. Mais sur la convergence d'intérêts, je pense qu'il est assez évident. Et vraiment, encore une fois, Alexandre Peset le disait, pour eux, la situation a changé à partir du moment où il y a eu des rachats multiples de médias par de grands milliardaires. Et vraiment, on reconnaît Vincent Bolloré derrière les termes qu'il utilise, parce que ça leur a donné une audience qu'ils n'avaient pas avant. Il y a aussi Nicolas Lecossin de l'IREF qui disait dans un média libéral qu'ils ont gagné beaucoup de batailles aujourd'hui. Avant, ils avaient des difficultés à avoir une citation dans le Figaro et maintenant, leurs idées sont partout. Ils le voient, ils le savent et ils se rendent bien compte que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de pousser leurs idées parce qu'en plus, après, il y a un alignement médiatique derrière ce qui va être promu par des chaînes comme CNews. Aujourd'hui, CNews, elle a une audience, elle passe régulièrement devant BFM. Donc, à partir de là, les autres médias s'alignent et eux, ça leur donne un boulevard pour aller porter leurs idées. Donc, on peut dire que le réseau Atlas, comme l'Empire Bolloré, ont les mêmes intérêts, à savoir leur enrichissement personnel, l'enrichissement d'une minorité. Oui, je pense qu'on retrouve des intérêts communs entre le réseau Atlas et Bolloré, la défense de l'ultralibéralisme, et donc le fait de pouvoir faire des affaires et beaucoup d'argent sans aucune régulation, sans trop de redistribution sociale. Et puis ensuite, tout ce qui est conservatisme social, que ce soit par conviction, Bolloré a peut-être sa cheville au corps, mais aussi parce que ça permet d'avoir un soutien social, d'aller exciter les colères et les frustrations des gens, de manipuler des rancœurs, des haines pour amener des gens à soutenir des politiques qui, au fond, ne vont absolument pas les avantager. Et ça, c'est ce qu'on retrouve absolument partout dans la montée des conservatismes et des mouvements réactionnaires dans le monde. L'instrumentalisation du racisme à des fins de prise de pouvoir, l'instrumentalisation de la haine des woke à des fins de prise de pouvoir. Et c'est terrible parce qu'en fait, ce sont des gens qui ensuite ont voté pour des intérêts très réduits d'industriels et de grandes fortunes. Ces politiques-là, enfin les politiques promues par les partenaires du réseau Atlas ne sont en rien sociales. Donc il y a une énorme distorsion entre ce qu'ils disent porter dans les médias pour les intérêts de la population et ce qu'ils font réellement, ce qu'ils votent réellement quand ils ont le pouvoir. Oui, exactement. Avant de conclure, Anne-Sophie, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? En fait, vouloir porter un projet politique en soi, c'est pas problématique. Au nom de la liberté d'expression, on devrait tous pouvoir le faire. Ce qui pose problème dans les méthodes du réseau Atlas et de ses partenaires jusqu'en France, on est sur des méthodes qui mettent en danger la démocratie, puisque aujourd'hui on est sur des méthodes d'influence qui sont manipulatoires, qui relèvent de la désinformation. Ils portent les intérêts d'une minorité en faisant croire que ce sont des intérêts neutres, experts, indépendants. On ne dit pas d'où ils viennent, on ne dit pas quels intérêts ils défendent. Ils font passer des fake news, ils font passer des informations biaisées dans des médias qui ont une large portée. Ils sont peu remis en cause, ils ne sont pas resitués pour expliquer d'où ils viennent et à qui ils sont liés, à quel parti politique, à quelles industries, à quels intérêts économiques. Et donc, en fait, on est sur un débat qui est mensonger, faux et qui oriente la société dans un certain sens. Aujourd'hui, je pense qu'on le ressent très fort en France, mais on n'est pas le premier pays dans lequel ça arrive. Le réseau Atlas, il est très lié aux conservateurs aux États-Unis. La Heritage Foundation, qui est l'un des plus puissants think tanks du réseau Atlas aux États-Unis, coordonne un programme qui va peu ou prou servir de programme de Donald Trump s'il est élu. Donc vraiment, ils peuvent avoir une influence politique extrêmement forte.
et il cache ces intérêts-là privés très spécifiques derrière un vernis d'indépendance et d'expertise. Merci. Donc un vrai déni démocratique. Merci pour tout ça, Anne-Sophie. En conclusion, j'ai envie de citer le journaliste anglais Georges Monbiot, qui nous dit « Derrière chaque mouvement fasciste se cache un milliardaire qui le soutient discrètement. L'extrême droite désigne des boucs émissaires parmi les minorités. La colère du public n'est pas dirigée là où elle devrait l'être, c'est-à-dire vers les très riches qui sont les personnes qui détruisent nos moyens de survie. » Merci encore et espérons que cette vidéo et que toutes ces informations circulent au maximum avant le 30 juin. Merci à vous.